Voici un an que, dans les entrailles de l'île de Dorne, l'expédition Algari fit une découverte surprenante. Bien loin des royaumes de l'Est, ils y rencontrèrent les fragments épars d'un royaume humain inconnu. Ceux-ci étaient eux-mêmes les rescapés d'une expédition venue d'un lointain continent d'au-delà de nos cartes. Un empire connu sous le nom d'Arati, gouverné par un certain Thoradin IX. Ces noms, à la différence de la civilisation de ceux qui les portent, n'étaient pas des inconnus. Voici 2 millénaires de cela, une tribu unifia la première nation des hommes. Son nom, la tribu Arati. Et son chef, lui, était baptisé Thoradin, premier du nom. Avant d'aborder la fondation de la première nation humaine, plongeons plus loin encore dans les brumes d'un passé si ancien que nous serions bien en peine d'en dater les événements. Avant l'empire des elfes, et avant même le règne des trolls, il y a plus de 16 millénaires de cela, le peuple Vricul, des géants de fer, habitait les confins gelés du nord du vieux continent de Kalimdor. Sous le règne du roi Imiron, ce peuple avait touché à son apogée, mais une sordide malédiction touchait nombre de leurs nouveau-nés. Ces enfants, frappés par la damnation de la chair, étaient persécutés sur leur terre natale. Imiron, soucieux de préserver la pureté de son peuple, ordonna leur mise à mort. Tous les parents ne purent s'y résoudre. Pour les sauver, certains partirent en direction d'un lieu de légende, là où jadis, certains des leurs s'en étaient allés en compagnie de Tyr, Ironaya et Archaedas, d'antiques divinités. Rares furent ceux à y parvenir, mais ceux-là purent confier leur progéniture déformée à leurs lointains frères qui habitaient ces bois isolés qui deviendraient un jour les clairières de Tirisfal. Les millénaires et les millénaires passèrent. Les anciens Vricules perdirent leur peau de pierre et achevèrent leur métamorphose en êtres éphémères de chair et de sang, les humains. Sur ces terres sauvages, à la croisée des empires trolls et elfiques, ils se dissimulaient dans l'obscurité des bois, les vallées reculées et les marécages putrides reniés par la civilisation. Ils étaient là lorsque le feu démoniaque perça les cieux et que le continent se brisa en 1000 morceaux. Les humains étaient alors des créatures que l'on pourrait juger primitives. C'est en tout cas ainsi que les décrivirent, quelques millénaires plus tard, les hauts elfes en exil de Datremar, au soleil, de passage dans la région. Aux environs des forêts de Tirisfol, ils étaient rassemblés sous la bannière de clans éparses, cachés du regard des puissants trolls. Chasseurs et cueilleurs, ils vivaient de peu, sans ville, sans splendeur et sans gloire. Ils vouaient un culte aux divinités sauvages et aux esprits élémentaires, dressant d'imposants cercles de monolithes en hommage à leurs dieux. Il est fort probable que ceux-ci servaient à honorer les éléments afin d'entretenir leur bonne harmonie avec les clans humains. Le lieu le plus sacré de tous était une majestueuse main d'argent dressée vers le ciel, vestige de l'ultime combat de Tyr. Au beau milieu des terres des trolls, les humains ne manquaient pas d'adversaires. Pourtant, leur pire ennemi n'était autre qu'eux-mêmes. Les clans n'avaient de cesse de se battre. Tant que les maîtres de la forêt se montraient désunis, ce triste spectacle pouvait se poursuivre. Mais bientôt, une effroyable menace se fit écho depuis les profondeurs des bois. Au nord-est, le clan Arati, guidé par le chef Thoradin, était fort bien placé pour percevoir les soubresauts de la nation troll. Voici des siècles qu'il combattait les tribus désunies et désorganisées. Thoradin lui-même avait abattu plus d'adversaires qu'il ne pouvait en compter, et son épée, Tromkar, héritage forgé par les Vricules, inspirait la terreur aux trolls les plus braves. Mais voici que ces brutaux guerriers se rassemblaient dans le fond des bois. Ce n'était pas encore une menace pour les Arati. D'ailleurs, les trolls se retiraient vers les tréfonds de leur empire. Toutefois, Thoradin était la proie de doutes profonds. Ce retrait s'apparentait au recul de la mer avant un raz de marée. Tourmenté par ses craintes, il était au moins certain d'une chose. Si les humains se montraient désunis, les trolls n'auraient aucun mal à les balayer. Thoradin prit une décision qui marquerait un jalon dans l'histoire de la race des hommes. Il allait unifier les tribus humaines en une grande et puissante nation. Ce ne serait pas chose facile. Le puissant clan des Alteraci, mené par un dénommé Ignaeus, était réputé pour ses farouches et brutaux guerriers, façonnés par le climat brutal de leur montagne. Hors de question pour eux de se soumettre à un étranger. Les combats s'éternisaient sans qu'aucun ne prenne l'avantage sur l'autre. Beaucoup de sang se déversait parmi les rivières d'Alterac. Thoradin choisit donc une autre stratégie. Armé de sa seule épée, il défia Ignaeus, bien plus imposant que lui. Par ruse, aidé par la brume épaisse qui le dissimulait au regard de son ennemi, il triompha. Plutôt que d'achever son adversaire, il planta Stromkar dans le sol et rallia Ignaeus parmi ses conseillers. Un deuxième adversaire de poids habitait les vallées clairsemées de Tirisfol. Lordain régnait sur un clan puissant dévoué aux traditions anciennes. Lordain était le protecteur de nombreux sanctuaires associés à la main d'argent. Thoradin vint à sa rencontre en paix et se plia à chaque rituel. Il lui promit sa totale dévotion et celle de ses sujets en échange de son ralliement. Pour finir, il trancha la paume de sa main, de façon que son sang soit le seul versé entre ces deux peuples. Lordain se rallia à sa cause. Au terme de 6 années de campagne acharnée, Thoradin finit de rallier l'essentiel des tribus humaines. Couronné roi, il jura de régner avec justice. À ses côtés, ses anciens ennemis étaient désormais ses plus fidèles conseillers.
Comme il l'avait pressenti, les trolls ne tardèrent pas à revenir. Pire, ensemble, rien ne semblait pouvoir résister. Le roi réfléchit et, assisté de son conseil, prit une tragique décision. Les forêts qui les avaient vus naître étaient perdues, mais il existait d'autres terres hors de l'emprise des trolls. Au sud, la péninsule de Gilnéas était une région noyée sous les marécages nauséabonds, assombrie par de sinistres forêts. Ce n'était pas une terre propice. Plus à l'est s'étendait une vaste région de plateaux venteux, hors de l'emprise des forêts et donc des trolls. Ces hautes terres sauraient devenir un foyer protecteur pour l'humanité en péril. Thoradin, guidé par une vision, y fonda pour capitale une inexpugnable forteresse, Strom. La légende prétend qu'il en traça les plans à la pointe de son épée Stromkar. Et afin de se défendre contre les mortelles maraudes des trolls, il entoura ces nouvelles terres d'une haute ceinture de murailles. Les derniers clans, restés en retrait, ne tardèrent pas à venir s'abriter sur les contrées de Thoradin. Mais ce dernier n'entendait pas céder les anciens domaines de son peuple sans riposter. Il envoya Ignaius et ses féroces guerriers des montagnes saigner les rangs des Amani. Et le général s'acquitta si bien de sa besogne qu'il y gagna le surnom de troll mort. Lordain, plus sage et discipliné, organisait des patrouilles autour des frontières, repoussant les réguliers assauts ennemis près du mur de Thoradin. À force d'expéditions au cœur des terres hostiles, les humains découvrirent quelle était la cible réelle des trolls des forêts. Unis sous la coupe d'un chef, Jinta, les Amani déferlaient sur le royaume enchanté des hauts elfes, Keltalas. Thoradin hésita, mais renonça à risquer le sang de son peuple pour venir en aide aux elfes. Il renforça ses défenses et se retrancha derrière les murs et les montagnes qui protégeaient son royaume. Au nord, les elfes étaient dos à la mer. Les légions de Zulaman assiégeaient la sublime cité de Lune d'Argent. Le roi Anastérian au soleil menait ses hommes sur le rempart, mais ne pouvait ignorer la tragique destinée qui s'apprêtait à abattre sa lame sur son peuple. Mu par le désespoir, il expédia des ambassades auprès des humains. Thoradin accueillit les elfes, les écouta, et sa détermination fléchit devant les mots de ses invités. Les hommes pouvaient se retrancher derrière leurs murs, mais face à un peuple troll uni, aucun de ces murs, aucune armée ne pourrait le sauver. Seule l'alliance des humains et des elfes en était capable. Le seigneur des Arathi soupesa chacun de ses choix, et enfin céda. Les armées des hommes viendraient au secours des elfes, mais cette aide aurait un coût. En échange du sang de ses guerriers, Keltalas viendrait enseigner l'art de la magie à ses sujets. Anastérian consentit, nom de gaieté de cœur. Bien des mages elfiques craignaient la menace que pourrait un jour représenter cette race primitive et chaotique, dotée de cet art raffiné et discipliné qu'impose la pratique des arcanes. Quelques mages vinrent assis à Strom. Ils furent stupéfaits par la capacité de ces grotesques humains à maîtriser les arcanes les plus subtils. C'était pour eux comme un don naturel. Pendant ce temps, Lordain et Ignaius s'en allèrent au combat. Les vastes forêts du continent étaient difficiles à contrôler, surtout face à ces trolls parfaitement adaptés à ce genre de contrée. Les humains édifièrent de solides forteresses, doublées d'un dense réseau d'avant-postes. Ils fractionnèrent les forêts, condamnèrent les goulets, dominèrent les sommets et, peu à peu, domestiquèrent ces terres sauvages. La plus puissante de ces citadelles était, indubitablement, l'imprenable forteresse d'Alterac. Adossée à la montagne, elle veillait tel un colosse sur les forêts en contrebas. De là, les deux généraux rassemblèrent 20 000 guerriers et déferlèrent sur les terres des trolls. Après leur passage, il ne restait plus que des dépouilles de leurs féroces ennemis, et il ne demeurait plus aucune empreinte de leur village. L'essentiel des armées Amani devant Keltalas, aucune force n'était en mesure de leur résister. C'est ainsi qu'ils franchirent le continent et mirent en défaite les assiégeants devant Lune d'Argent. Jinta écumait de colère. Ces pitoyables et primitifs humains allaient payer cher leur misérable victoire. Le chef troll retourna toutes ses forces sur les troupes d'Arator. Face à pareille tempête, il ne pouvait que plier dans le sang. C'était pourtant le plan exact de Thoradin. Les humains se replièrent en bon ordre, pourchassés par des cohortes infinies de brutes sanguinaires. Les trolls étaient, hélas, plus rapides que convenu, et bientôt, la menace d'un encerclement mortel promit aux légions de Thoradin une fin certaine. Lordain, mu par sa vertu et par sa bravoure, rassembla 500 guerriers pour retenir les flots d'ennemis. Aucun n'y survécut, mais ce gain de quelques heures suffit à sauver l'armée humaine. Les trolls les rattrapèrent, bien sûr, mais cette fois sous les remparts de la citadelle d'Alterac. Revigorés, réorganisés, les fiers défenseurs d'Arator se retournèrent brutalement, prenant de surprise leurs poursuivants. Les rangs serrés, ils ne laissèrent pas passer un seul ennemi. C'était la victoire ou la mort. Bientôt, l'écho des corps elfiques résonnèrent depuis le lointain. Les bannières de Keltalas prenaient à revers les hordes de Jinta. Les trolls étaient en mauvaise posture. Mais nombreux, ils pouvaient encore arracher la victoire au prix de nombreuses pertes. Thoradin révéla enfin sa toute dernière carte. Les sorciers humains mêlèrent leur pouvoir à la magie des magistères elfiques. Ensemble, ils nouèrent un sortilège tel qu'il faudrait de nombreux siècles pour que le monde en voie un de pareilles mesures. Une tempête de feu s'abattit sur les armées ennemies en contrebas. Jinta et ses légions disparurent, engloutis dans les tourbillons ardents. Cet instant marqua durablement la mémoire tant des trolls que des elfes et des humains, et nourrirait pour longtemps la défiance des survivants envers les sorciers. La victoire fut dignement célébrée à Strom comme à Lune d'Argent. Et les elfes, reconnaissants, promirent à Thoradin une assistance le jour où lui, ou l'un de ses descendants, appellerait à l'aide.
Les deux peuples étendirent leur possession aux terres conquises. Cette guerre qu'ils n'avaient jamais désirée avait fait du royaume de Thoradin un empire. En dépit des réjouissances, nombreux étaient ceux qui pleuraient la mort de leurs proches. Mère Eldar était de ceux-là. Guerrière accomplie et sœur de Lordain, elle épongea son chagrin en offrant son assistance à tous ceux qui en ressentaient le besoin. Elle dédia sa vie au secours des innombrables guerriers profondément meurtris par la guerre. Elle fut ainsi l'une des premières à recevoir la vision d'anges de lumière pure. Les Naaru, touchée par la sainte lumière, elle posa les bases d'une foi qui allait embraser tout l'empire des hommes. Et, non sans ironie, éclipser les traditions anciennes qui avaient rallié le clan de son frère aux Arati. Le règne de Thoradin fut empreint de justice et de grandeur. On le retint comme un grand roi. Alors que se venait le grand âge, il s'entoura de quelques compagnons, retira Stromkar du râtelier et s'en alla en quête des lointaines origines de l'humanité. Certains prétendent qu'il parvint à son but dans les profondeurs d'un caveau, loin sous la surface de Tirisfal. Les rois et les reines s'égrenèrent sur le trône de Strom. L'Empire connut la paix. Les forteresses de Strom et d'Alterac purent enfin libérer les peuplades terrifiées abrités en leurs murs. L'heure était enfin venue à l'humanité de s'étendre et de prospérer. Les forteresses devenaient des cités, et les avant-postes se muaient en de nouvelles villes et de nouveaux villages, partout où les trolls avaient été chassés. Au nord, les vétérans des guerres eurent la primauté de s'établir dans les fertiles clairières de Tirisfal, avant de poursuivre vers les sylves de l'Est. Ils baptisèrent ce nouveau territoire Lordaeron, en l'honneur du héros Lordain, qui avait le mieux incarné le sacrifice et la dévotion de leur peuple durant ces âges sombres, et de sorte que son nom inspire encore longuement leurs successeurs. Maîtresses des terres les plus fertiles du continent, les princes de Strom prirent possession d'immenses domaines autour de Lordaeron, désertant peu à peu les austères plateaux d'Arati. Au sud, les meilleurs marins du royaume partirent s'établir aux confins de la baie de Baradin. Au pied de l'éminence, haute falaise de roches grises, et au creux de la profonde forêt noire, ils y drainèrent les marais pour construire la florissante ville de Gilnéas. Poussés par cet élan, quelques marchands ambitieux ou laissés pour compte partirent encore plus loin et abordèrent les rivages des îles voisines. Ils y découvrirent les richesses de Kultiras et y établirent la prospère-cité de Boralus. Au cœur de cet empire prospère s'éleva l'ambitieuse cité de Dalaran, carrefour commercial et intellectuel où humains et elfes échangeaient richesses et savoirs. Elle devint, sous l'influence du mage Ardogan, le refuge des adeptes des arcanes, ceux-là même qui avaient donné la victoire à l'Empire mais qui subissaient depuis la suspicion et la méfiance du commun de leur race, étrangère jusqu'alors à cet art surnaturel qu'ils appelaient magie. Les siècles passèrent et l'Empire changea. Les colonies de Kultiras ravirent l'hégémonie navale à l'orgueilleuse Gilnéas, qui se replia sur son armée pour peser contre Alterac dans les rapports de force continentaux. Dalaran cultivait son indépendance, et Storm sa décadence. Lordaeron prospérait dans l'éclat de l'église de la lumière et s'étendait au-delà de toute mesure. Par-delà leurs frontières, au nord, les vénérables hauts elfes leur tournèrent peu à peu le dos pour s'en retourner dans leurs orgueilleuses forêts enchantées. Mais au sud, une race nouvelle leur ouvrit grand les bras, qui émergeait tout juste de son long sommeil sous la montagne, et qui partageait comme eux le goût de l'honnête simplicité de la camarade ivresse, les nains et leurs ingénieux cousins les gnomes. Riche des anciens arcanes elfiques et allié désormais aux ingénieux travailleurs de Khazmodan, l'Empire s'étendait à présent bien au-delà du mur de Thoradin et des arides hautes terres qui avaient couvé jadis le repli de leur peuple en exil. Torm était la seule cité qui ne semblait plus trouver sa place dans ce nouvel ordre. Peu à peu, sa noblesse migrait vers les riches terres de Lordaeron, quand sa jeunesse ne rêvait plus que de partir loin du berceau de leur peuple. Marin à Kultiras, marchand à Gilnéas, guerrier à Alterac, mage à Dalaran, prêtre à Lordaeron, ou pourquoi pas, voyageurs chez les elfes ou les nains. Toutes ces cités étaient autant de nouveaux royaumes en train de naître quand le vieux domaine Arati se vidait à leur profit. L'unité de l'humanité en péril, les derniers héritiers de Thoradin comprenaient que leur empire ne devait pas survivre à la paix qu'ils avaient instaurée. Leur dernier espoir parut venir d'une rumeur, d'une terre riche et fertile par-delà l'océan, au-delà des contrées jusque-là explorées par leurs confrères gilnéens et cultiraciens. Une terre qui parut, dans l'esprit des princes héritiers de Thoradin, justifier de quitter leur terre natale et de tenter le tout pour le tout. Sous la direction du prince Faldir, les derniers descendants de l'empereur se réunirent au pied de leur ancienne cité, à la crique de Faldir pour tourner le dos à leur ancienne patrie. Ils quittèrent les silhouettes crénelées de la vieille cité de Strom, qui fut confiée à leur loyal sujet de la maison Trollmore. Puis sans regard, ils prirent la mer vers le sud. L'Empire s'écroulerait peu après, écartelé sous son propre poids. Longeant les palins, doublant Khazmodan, passant les récifs du cap fondateur, ils atteignirent une contrée luxuriante qu'ils baptisèrent du nom d'Azeroth. La ville qu'ils y fondèrent prit le nom d'Hurlevent. Par-devers elle, l'unité aurait un jour l'opportunité de se réunir à nouveau. De la fin de l'Empire naîtra un jour une nouvelle alliance. Voici une carte de l'Empire à son apogée, peu de temps avant sa chute. Arator occupe une importante partie du sous-continent de Lordaeron, au nord des royaumes de l'Est. Sa capitale, Strom, se dresse au-dessus des rivages agités au couchant des hautes terres d'Arati. Le nom de ce territoire fait justement écho à cette nation d'autrefois, comme une réminiscence portée par l'encre et le papier.
Le plateau environnant est une contrée aride, battue par les vents et difficile à cultiver. De maigres régions agricoles prennent vie au fond de creux humides abrités des rafales poussiéreuses. Le vieux mur de Thoradine n'est plus qu'une ruine abîmée par les siècles, tapissée de mousse et conquise par les broussailles. Mais ce colossal ouvrage donne encore à voir un spectacle grandiose. Le royaume était, pour l'essentiel, immergé sous de profondes forêts d'où émergent de hauts massifs montagneux. Tout près de son cœur, les cimes d'Alterac firent office de bouclier face aux ordres hostiles envers la race des hommes. Les habitants de ce pays étaient des gens rustres et brutaux, de solides guerriers dont les veines bouillonnaient encore du sang d'Ignaeus Trollmort. En contrebas, bordé de bois clairsemés, le lac Lordamer porte, lui aussi, le nom du général Lordain. Lac endoréique, c'est-à-dire sans déboucher vers l'océan, sur ses eaux se reflètent deux des plus puissantes cités de l'Empire. Le long de sa rive méridionale, au pied des contreforts d'Alterac, la citadelle de Dalaran émerveille par ses splendeurs. Les mages qui y règnent en maîtres ont érigé une cité à la mesure de leur prestige. Par magie, ils ont levé vers le ciel des flèches majestueuses, des palais suspendus et des enchevêtrements de jardins et de voies élégantes que seule lune d'argent peut égaler. La cité renferme les savoirs secrets des mages humains et assure la sécurité de cette race face aux menaces d'outre-cosmos. Au nord, la sainte cité de Lordaeron faisait face aux eaux calmes du lac Lordamer. Elle était, elle aussi titanesque que superbe, mais elle ne devait pas sa beauté à l'orgueil des magiciens, plutôt à la dévotion des fidèles envers leur divinité. La Sainte Lumière était la véritable maîtresse de Lordaeron. Les pèlerins venaient de l'autre bout de l'Empire pour prier dans ses cathédrales, tandis que les malades défilaient devant les nombreux hôpitaux et hospices de la cité. Levé au beau milieu de sa péninsule, Gilneas avait su domestiquer ses environs sauvages et poisseux pour faire de cette contrée isolée un carrefour entre terre et mer. Les navires lourds de marchandises débarquaient dans ses ports pour échanger avec les caravanes venues de toutes les cités du continent. Gilneas était riche et puissante. Son armée n'était égalée que par les redoutables Alteraci, tandis que sa flotte n'était surpassée que par les innombrables vaisseaux de Kultiras. De l'autre côté des eaux agitées, l'archipel de Kultiras regorgeait de richesses et de promesses pour qui était assez brave pour embarquer. Boralus, édifié sur l'océan lui-même, garde la porte d'une rade tranquille propice à l'accostage des navires de toute taille. La cité n'eut aucun mal à surpasser tous les autres ports de l'Empire, et ses équipages connaissaient tous les mouillages à l'ouest du continent. De Casmodan à Keltalas, les Kultiraciens ne connaissaient aucune frontière. Au-delà de ces vastes et riches cités, l'Empire était pourvu d'innombrables richesses. Il ne manquait guère de terres agricoles pour nourrir sa population croissante. Les fertiles vallées du Nord engendraient tant de récoltes que les humains exportaient d'immenses surplus en direction de Keltalas. Les élevages du Sud, plus austères, alimentaient en viande chaque province de l'Empire. Sa façade méridionale était semée de ports de pêche dont les filets remontaient les vagues, alourdis de poissons frétillants. Toujours au sud, les collines cachaient dans leur ventre de riches filons d'or, d'argent, de fer ou de cuivre, tandis que les vastes forêts de Lordaeron octroyaient à la lignée de Thoradine tout le bois nécessaire à ses glorieux projets. L'Empire d'Arator était une nation telle que nous serions bien en peine de la comparer. Riche et peuplée, chaque province produisait assez de surplus pour alimenter le commerce de l'Empire. Le Nord était richement pourvu en terres agricoles, ce qui soutint le développement de cités immenses, à l'instar de Lordaeron ou de Stratholm. Et si les sols méridionaux étaient moins fertiles, ils regorgeaient de filons tandis que leurs côtes abondaient de poissons. Entre nains et elfes, son commerce irriguait tout le continent tandis que ses armées imposaient ses volontés partout dans les royaumes de l'Est. L'Empire pouvait compter sur de nombreuses cités aussi riches que des royaumes entiers. Et justement, trop grand, trop riche, il ne vit pas les fissures qui les bréchaient. Lorsque les provinces étaient plus fortunées que la capitale, lorsque leurs habitants se définissaient davantage en tant que Kultiraciens, que Gilnéens ou Kalteraki, l'Empire perdit son rôle de guide quant à la destinée de l'humanité. Dépassé, humilié, il s'effondra. Ces derniers rois s'en allèrent par la mer, franchirent les flots et tentèrent de reconstruire leur légitimité sur de lointains rivages. En vain. L'Empire d'Arator n'existe plus que dans les livres d'histoire. Pourtant, depuis un an, une rumeur, rien qu'un murmure, se répand dans les chancelleries et les palais des nations humaines. D'autres descendants de Thoradine auraient défié les océans plus loin que Hurlevent. Et, de l'autre côté de la mer, au-delà des frontières de nos cartes, l'Empire des Arathi respirerait encore.